Clint Eastwood, je m'attaque à un gros morceau, hein. Donc évidemment, ça va être beaucoup de travail pour moi, surtout d'illustration avec les images, hein. Ça va être ça le vrai casse-tête, avant que je ne vous présente le produit fini. Mais ça va être aussi évidemment un énorme plaisir que de me plonger dans la filmographie de ce cinéaste que j'adore. Mais un peu comme ce que j'avais fait avec au sujet de Dracula, ce qui me pousse à vous proposer un contenu sur Clint Eastwood et son œuvre, c'est la polémique, des accusations que j'ai entendues dernièrement et qui m'ont donné envie de réagir. Et donc une bonne partie, je pense, de ce que je vais vous proposer dans cette vidéo, c'est une espèce de déconstruction euh, de critiques qui ont été faites ou qui peut-être continuent à être faites à Clint Eastwood et qui me semblent euh, parfois complètement fantaisistes et injustes ou inadmissibles et parfois exagérées, hein, ou dues à des malentendus. Euh, alors, je vais peut-être justement pour rendre ce propos intéressant et cohérent, je vais peut-être commencer par faire comme le maestro Clint Eastwood lui-même. C'est dans un film qu'il a réalisé en 1986 ou 7, me semble-t-il, qui s'appelle Bird, dans un film dans lequel il ne joue pas, hein, qu'il ne fait que réaliser. C'est la biographie du grand saxophoniste de jazz Charlie Parker. Dans ce film, Clint Eastwood ne respecte pas du tout l'ordre chronologique de la vie de Charlie Parker. Le film va commencer par un moment où Charlie Parker est, je sais pas moi, il a la quarantaine et puis à cause d'un incident précis qui se passe euh, à ce moment-là de la carrière de Charlie Parker, ben Clint Eastwood a eu envie de commencer son film, de démarrer son film par cet incident-là. Et puis tout d'un coup, on va avoir un retour en arrière, un flashback qui va nous ramener des années avant, quand Parker était beaucoup plus jeune. Et puis tout d'un coup, on va passer à un moment où il est beaucoup plus vieux, peut-être même à la fin de sa vie. Et puis on va revenir à un moment plus tôt. Et bon, si Eastwood a choisi enfin Eastwood et probablement aussi ses scénaristes ont choisi ce type de narration, c'est probablement pour essayer de privilégier notre compréhension du personnage de Charlie Parker, de Bird, ce génie du bebop, hein, du jazz, ce grand saxophoniste, au détriment finalement d'une biographie plus linéaire où on commence à aller forcément, on va commencer par l'enfance et puis par l'adolescence, etc., etc., ce qui évidemment peut avoir beaucoup de charme aussi. Mais voilà. Je vais donc être amené à peut-être avoir un récit biographique de la carrière d'Eastwood un peu décousu, commencer par le milieu, puis revenir au début, faire un détour par la fin, revenir encore en arrière. Mais je vais faire cela donc pour bien illustrer une thématique, hein, très claire, qui est que, euh, comme je le disais, Clint Eastwood en tant qu'artiste et même plus généralement en tant qu'homme. Mais bon, moi en général, je m'intéresse plus aux artistes qu'aux hommes qu'il y a derrière, hein. Voilà, ce qui est privé, j'aime bien que ça reste privé. Et moi, ce sont les œuvres dont j'ai besoin, hein. J'ai besoin de voir des bons films, de voir des bons acteurs, de bonnes actrices, d'écouter des bons musiciens, des bonnes musiciennes, et après euh, le côté privé, le côté opinion politique, etc. Bon, à moins que ça ne transparaisse énormément dans leurs œuvres, justement. Mais sinon, j'estime que ça ne me regarde pas trop. Et voilà, hein. Euh, L'intérêt pour les arts est vraiment quelque chose qui, je trouve, est en voie de disparition.
et au, au profit du tout politique et du tout débat. Il faut débattre tout le temps et on oublie finalement de s'intéresser à la beauté, à, à la créativité, à l'imaginaire. Et donc voilà, c'est avant tout l'œuvre qui va m'intéresser, bien que je trouve l'homme Clint Eastwood très intéressant, hein. Et évidemment, il y a des moments où les deux seront difficiles à dissocier. Alors, qu'est-ce qui m'a fait réagir, hein? Commençons par là. Et qui m'a donné envie de faire une vidéo vraiment en défense de Clint Eastwood. Euh, En tant qu'angliciste, hein, je suis amené, bon, qu'à cause de mon travail, mais aussi par plaisir, à ingurgiter des tonnes de contenu en tout genre, notamment sur YouTube, parce que j'adore YouTube, hein. Moi, j'ai pas besoin de regarder la télé alors que j'ai YouTube. C'est oui, 1 milliard de fois mieux. Mais donc, sur YouTube, y a beaucoup de médiocrité aussi, et y compris en langue anglaise. Et il m'arrive parfois de tomber sur des vidéos que j'avais pas forcément envie de regarder, mais comment ça s'appelle là, les algorithmes de YouTube me mettent ça d'office, hein. Alors, si je suis pas devant mon écran, que je suis en train de faire autre chose et que à l'autre bout de la maison, j'ai j'ai YouTube qui me propose des trucs en audio. Tout d'un coup, ils vont décider de me passer telle vidéo sur. Alors, c'est très 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 à la mode en ce moment. Euh, Chez les Américains, c'est les 5 acteurs que Martin Scorsese déteste le plus. Les 5 acteurs, donc collègues que Paul Newman ou Robert Redford détestaient le plus, etc., etc. Et évidemment, le wokisme ayant l'importance qu'il a, en tout cas aux États-Unis, les 5 acteurs les plus racistes, les moins racistes, les plus sexistes, les moins sexistes. Ce type de vidéo est en train d'avoir un succès gigantesque, hein, sur YouTube. Ils font des millions de vues. Il y a des gens dans les commentaires, donc des anglophones, hein, des Américains, Américaines, qui montrent leur agacement, hein, face à ce genre de contenu, et donc visiblement quand même les gens qui proposent ces contenus ne sont pas trop dans la censure des commentaires, hein. Ils encaissent les critiques, hein, quand même. On peut leur reconnaître ce mérite. Et voilà, et donc il y en a beaucoup dans les commentaires qui critiquent le côté intelligence artificielle, que tout ça ne semble pas être fait par de vraies personnes. Et alors moi je reconnais que je suis pas très 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 fort pour déceler ce genre de choses, si c'est fait par de l'IA ou pas. Bon, pour quelqu'un qui se targue d'avoir l'oreille musicale, je reconnais que j'ai quand même beaucoup de mal à, à percevoir qu'une voix qui m'a l'air naturelle, qui m'a l'air d'avoir un débit naturel, etc. Et c'est en fait de l'intelligence artificielle et c'est pas une vraie voix de vraie personne qui me parle. J'avoue que j'ai du mal à reconnaître. Et évidemment, comme tout ce qui est médiocre, ça a énormément de succès et ça fait énormément de vues. Voilà, c'est là qu'on voit que on est dans un monde qui part en sucette. Alors évidemment, en France, on n'est peut-être pas les lames les plus affûtées du tiroir, mais enfin, les Américains, quand ils s'y mettent, hein, ils sont pas très très. Enfin, ils pourraient faire mieux aussi, quoi, hein. Voilà, je crois que c'est général. Et plus c'est médiocre, plus ça fait de vues. Donc, ben, pourquoi se gêner, hein? Pourquoi chercher à proposer des contenus intelligents si ça fait trois vues, et dans les 3 vues, il y a ta maman. Et puis en face, on va raconter des âneries du style que l'un des acteurs les plus détestés de Martin Scorsese, c'était, tenez-vous bien, Robert De Niro. Voilà.
l'acteur que Scorsese a fait tourner le plus. Et, soit dit en passant, l'ami qui a sorti Scorsese du piège de la cocaïne en 1980. En 1980, Martin Scorsese était sur un lit d'hôpital parce qu'il commençait vraiment à s'en mettre beaucoup trop dans le cornet. Et Robert De Niro, avec qui il avait déjà collaboré énormément dans plein de films, ils se sont vraiment fait connaître tous les deux ensemble, quasiment, en travaillant sur les mêmes films, l'un comme acteur et l'autre comme réalisateur. Donc, oser dire que De Niro était l'un des 5 acteurs les plus détestés de Scorsese, j'ai pas pu m'empêcher de glisser un petit commentaire en anglais, alors que je suis pas trop fan normalement de laisser des commentaires, mais là c'était tellement gros que je leur ai dit You're funny. Voilà, vous êtes marrants. Les gens qui ont fait cette vidéo, vous êtes des rigolos, quoi. De la même façon, dans une autre vidéo, y en a qui disent que dans les 5 acteurs que Paul Newman détestait le plus, il y a Robert Redford. Alors quand on sait que les deux, à certains moments, ont habité relativement proches l'un de l'autre et qu'ils passaient leur temps à se rendre des petites visites amicales et à se faire des blagues vraiment de potache, quoi, hein, d'étudiants, hein, de lycéens joueurs de rugby en fin de soirée, le week-end. Voilà, des blagues croustillantes. Voilà, donc pour des mecs qui se détestent, bon, cette fois-ci, j'ai pas mis de commentaire You're funny. J'ai juste dit, bon, il y a quand même du grand n'importe quoi, hein. Mais donc, malgré le fait que je sois pas très fan de ces vidéos, et étant donné que j'ai commencé à en regarder une ou deux, ou en écouter une ou deux en anglais, ce qui, vu mon métier, ne fait jamais de mal, je me maintiens dans un bain de langue, hein, toujours. J'entends... donc, il y a une vidéo qui, pareil, se propose à moi sans que je l'ai sollicité, et c'était les 5 acteurs les plus... comment dire, les plus favorables aux minorités ethniques à Hollywood. Voilà. Et donc dans ces 5 acteurs, il y avait Marlon Brando. Et donc vous allez comprendre le lien avec Clint Eastwood. En 1973, Marlon Brando refuse d'aller chercher son Oscar qui lui a été remis donc qui lui avait été décerné par ses pairs à Hollywood pour le film. Je pense que c'était pour Le Parrain, hein. Brando refuse de s'y rendre et le motif pour lequel il refuse de s'y rendre, c'est qu'il veut montrer son opposition à la façon dont les États-Unis en général, et Hollywood en particulier, traitent les Indiens d'Amérique, hein, les Native Americans, comme on dit aux États-Unis. Bon, évidemment, je n'ai rien contre ces convictions, hein, et je suis assez d'accord que les Indiens d'Amérique ont subi un traitement pour le moins qu'on peut remettre en question. Le problème, c'est que Clint Eastwood, lui, dans la même soirée, fait partie des gens qui doivent remettre des récompenses. Et si, à l'âge de 43 ans, hein, au moment de cet incident, il commence à être un acteur qui maîtrise très bien le rapport à la caméra, et même il est déjà devenu réalisateur, c'est quelqu'un qui, ne venant pas du tout du théâtre, n'ayant jamais joué devant des salles de théâtre, le contact avec une salle remplie de gens, toute vedette et même star de cinéma qu'il commence à être, c'est pas le domaine dans lequel il se sent le plus à l'aise. Et le fait qu'il y ait un incident de ce genre, donc le fait que
un acteur ne vienne pas chercher sa récompense, mais se fait remplacer par quelqu'un qui fait un discours 3 ou 4 fois plus long que celui qu'aurait fait l'acteur s'il était venu, c'est quelque chose qui met Eastwood extrêmement mal à l'aise. Donc, de quel discours je parle? Eh bien, donc, Brando, refusant de venir pour montrer sa solidarité envers les Indiens d'Amérique et leur traitement injuste dans les films d'Hollywood, il fait venir une Indienne, une Native American, à sa place sur scène pour dire non, Marlon Brando ne veut pas de cet Oscar et voilà, voici les raisons. Et blablabli, blablabla, voilà comment sont traités les Indiens d'Amérique. Alors, encore une fois, sur la démarche politique ou philosophique, je ne me permets pas de m'exprimer. Mais le problème, c'est que ça prend des plombes et que cela met en péril le timing qui est prévu pour la durée de la cérémonie. Voilà. Donc on peut aussi penser que si un acteur ne veut pas d'une récompense, il peut tout simplement ne pas venir, ne pas perturber le déroulement de la soirée, et il est inutile de dire que quand on est un acteur qui avait le poids de Marlon Brando, même si je trouve moi que Marlon Brando il a quand même beaucoup vécu sur ses acquis et que déjà en 73, après Le Parrain, il était plus connu pour son passé que pour son actualité, et l'avenir me donne raison, hein, il a quand même plus fait grand chose, mais il avait quand même du poids à l'époque, il aurait très très bien pu mobiliser la presse de façon personnelle, donner des interviews sur son temps libre entre guillemets, pour dire voilà, le sort des Indiens d'Amérique c'était insupportable, et puis la façon dont ils sont traités à Hollywood, toujours les méchants de service, il y en a ras-le-bol. Et au lieu de ça, donc, il a profité de la soirée des Oscars pour, en son absence, perturber le fonctionnement de la cérémonie pour faire passer ses idées. Bon. Les gens qui ont fait la vidéo là sur YouTube pour dire que pour cela Brando a montré qu'il était un grand défenseur des minorités ethniques, bon, jusque-là ça ne me dérange pas plus que ça hein, qu'ils le voient de cet œil. Le problème c'est que ils se permettent de dire que Eastwood a réagi en faisant des remarques racistes sur scène. Alors qu'en fait, ce qu'a fait Clint Eastwood, c'est que quand il s'est retrouvé dans la panade juste après cet incident, et que lui était sur scène et qu'il devait essayer de rattraper un peu le timing de la cérémonie, il a glissé une remarque humoristique du genre, bon ben voilà, maintenant peut-être que chacun va vouloir, à chaque remise de récompense, chacun va peut-être vouloir en profiter pour défendre la cause de ceci ou de cela. Bon, il s'est moqué un petit peu de la façon dont Brando avait procédé. Et les créateurs de cette vidéo sur YouTube en ont profité pour dire donc Eastwood avait fait preuve de racisme et avait fait preuve d'une remarque raciste. Et donc, figurez-vous que ça faisait quand même très longtemps que je n'avais pas entendu Clint Eastwood être traité de raciste. C'est pas la première fois que j'avais entendu ce type d'accusation, hein, également de sexisme aussi. Ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas entendu, ben, quand même pour une raison bien simple, c'est que même les gens qui ne pouvaient pas le voir en peinture à son milieu de carrière ou à ses débuts, etc., tout le monde a été obligé de reconnaître depuis maintenant 60 ans de carrière de Clint Eastwood à Hollywood. Il y a quand même beaucoup de gens qui ont été obligés de faire amende honorable, et je suis sûr que beaucoup l'ont fait avec beaucoup de bonne foi,
en disant ben, je me suis trompé sur le bonhomme et sur l'artiste. Et ça fait maintenant très longtemps qu'il nous propose des films qui respirent l'humanisme, la tolérance, enfin je sais pas, des valeurs qui sont tout à fait à l'opposé de choses comme le racisme ou le sexisme. Même les gens qui ne l'aimaient pas au départ ont été obligés avec le temps de reconnaître non seulement son talent en tant que réalisateur et même en tant qu'acteur, même si à mon humble avis, Clint Eastwood n'a pas été un bon acteur tout de suite. Par contre, il a été un réalisateur génial tout de suite. Voilà. Il a appris à être un bon acteur, tandis que réalisateur, il était fait pour ça dès le départ. Bon, mais ça, c'est mon point de vue personnel. Bref, les gens ont quand même été obligés de reconnaître, que ce soit ces fans de la première heure ou des gens qui l'ont reconnu plus tardivement, qu'il faisait des films qui faisaient du bien, quoi. C'est-à-dire des films qui rapprochent les gens, qui rapprochent des gens d'univers différents, qui apprennent à regarder des personnes différentes de nous d'une autre manière. Clint Eastwood est très 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 bon pour faire ce genre de film. Et avec le temps, tout le monde a été obligé de le reconnaître. Mais c'est vrai que quand il était plus jeune à Hollywood, il était très 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 régulièrement traité de réactionnaire, de raciste, pardon, de sexiste. Alors j'aimerais bien qu'on voit pourquoi, si ça vous intéresse. Et c'est cette récurrence qui m'a donné envie de faire une vidéo sur lui, hormis le fait que c'est toujours un plaisir pour moi de me replonger dans la filmographie de ce fantastique cinéaste. Mais voilà, je me suis dit, ah ben ça recommence finalement. Punaise, il y a encore des gens en 2025, comme disent certains politiciens qui répètent la date en boucle comme si ça avait du sens. Nous sommes quand même en 2025, madame. En 2025. Et il y a encore des gens pour dire que Clint Eastwood c'est un vilain raciste. Voilà. Donc, reprenons un peu le fil de l'histoire. Le point de départ que j'ai choisi pour développer un peu tout ça, c'est cet incident des Oscars en 1973. Donc, comme je viens de vous l'expliquer, j'estime que ces accusations de racisme dont a été l'objet Eastwood, y compris dans cette vidéo récente, sont tout à fait déplacées. Il a finalement fait comprendre qu'un collègue avait peut-être de bonnes raisons d'avoir des convictions qu'il avait, mais que c'était peut-être pas la façon et le moment idéaux pour le faire, et qu'il y en avait d'autres. Voilà. Mais replongeons-nous un peu revenons en arrière dans la vie de Clint Eastwood et dans son travail pour voir un peu d'où ont pu sortir ces accusations récurrentes de racisme, de sexisme, de mec qui est dans le camp du mal, quoi. Hein. Et en quoi, à mon avis, elles sont souvent, ou peut-être même certainement toujours, erronées. Et pour ça, on va quand même aussi s'intéresser tout simplement à ses débuts dans la vie en tant qu'homme. Alors, Clint Eastwood est né en 1930 à Oakland, en Californie, une ville qui est proche de San Francisco, hein, donc plutôt dans le nord de la Californie, et qui est séparée de San Francisco par un pont très célèbre, le Oakland Bridge. Il est vraiment né à une époque, hein, donc en 1930, il est vraiment né à une époque aux États-Unis où c'est vraiment très difficile pour tout le monde, hein, puisqu'il y a eu un krach boursier, hein, une période qu'on a appelée la Grande Dépression, hein, la Grande Dépression économique, et les États-Unis, qui quand même déjà à l'époque n'étaient pas le pays le plus pauvre du monde, étant donné qu'ils s'étaient quand même bâtis sur le capitalisme,
Quand c'est la bourse qui provoque la panique, ben, les pays capitalistes morflent comme tout le monde. Et donc c'est la période de la Grande Dépression. Clint Eastwood euh, est né donc dans une famille très modeste, hein. Son père était comptable. Euh, ils passaient leur temps pour trouver du travail. Donc la famille Eastwood passait son temps à vivre dans des mobil-homes, hein, des grandes roulottes, comme c'est quelque chose qui est très courant aux États-Unis, ou en tout cas qui l'a été à certaines époques, hein. Les gens vivaient dans des maisons mobiles comme ça, qu'ils déplaçaient avec eux au fil des métiers qu'ils trouvaient, et donc ils allaient comme ça de ville en ville, hein. Ils sillonnaient la Californie. Donc des débuts dans la vie pas évidents. Euh, Sa respiration, c'était de pouvoir aller chez des grands-parents qui, eux, vivaient dans des endroits plus sauvages, dans la Californie des montagnes, où il pouvait pratiquer la pêche dans des rivières, etc., et qui lui permettait d'oublier un peu voilà, ce quotidien difficile d'une famille soudée, une famille avec de bonnes relations entre tout le monde, mais où, comme disait Coluche, cette phrase est géniale, hein, cette phrase de Coluche. Les fins de mois étaient difficiles, surtout les 30 derniers jours. Voilà. Eastwood est né là-dedans, mais il va développer sur le plan de ses convictions politiques personnelles, et on va voir que quand même ça va compter par la suite dans sa carrière. Il va quand même développer une sensibilité politique plus proche des républicains que des démocrates. C'est-à-dire que malgré ses origines très modestes, il, il fait partie de ces gens qui préfèrent avoir un pouvoir, des gouvernants qui favorisent la libre entreprise, le fait de pouvoir créer sa boîte, vivre de son travail, etc., plutôt que un État qui euh, capitule un peu au niveau de la création d'emplois, du développement des entreprises, et dit bon, on va compenser cela en taxant davantage les entreprises pour pouvoir offrir des droits sociaux aux gens. Voilà. Bon, vous savez peut-être qu'aux États-Unis, les deux grands partis dominants politiquement, les démocrates et les républicains, de ces deux partis, il n'y en a aucun qui est vraiment de gauche, au sens où on l'entend en Europe. Et donc quand même, les deux partis n'oublient pas que les États-Unis se sont fondés sur le capitalisme, hein, sur l'esprit d'entreprise, et pas sur l'aide sociale et la solidarité collective, hein. On est un peu dans le chacun pour soi. Après, évidemment, il y a les convictions religieuses. Les États-Unis se sont fondés sur le capitalisme, mais aussi sur l'importance de la religion. Donc, ça fait que quand même la charité, ça existe. Alors, si je dis charité, c'est pas farfelu de ma part, c'est que je pense au mot anglais charity, qui est vraiment le mot utilisé pour dire tout ce qui est organisation, qui vient en soutien aux autres, etc. On appelle ça charity, hein, en anglais. Donc voilà, je ne suis pas en train de dire que les Américains sont un peuple égoïste où chacun ne pense qu'à soi, mais on va dire grosso modo que dans l'esprit américain classique, c'est plus intéressant d'avoir des gouvernants qui vous permettent de créer votre boîte, qui vont pas vous saouler avec 8000 tonnes de paperasse à remplir, et qui vont vous laisser créer votre truc. Et bon, ben, on fait le point dans je sais pas combien de temps pour voir si ça marche, hein. Et voilà, c'est ce qu'on a appelé le rêve américain, hein. Ça a fait rêver beaucoup de gens, ça. Et beaucoup de gens ont immigré aux États-Unis pour essayer de vivre ça
créer leur boîte, réussir par eux-mêmes, etc. Et Clint Eastwood, c'est vrai qu'il est à fond dans cet état d'esprit-là, et c'est pourquoi euh, il, euh, il affichera tout au long de sa carrière, à partir du moment où il devient vraiment connu, c'est-à-dire grosso modo milieu des années 70, il affichera son complexe, mais sans beaucoup d'ostentation non plus, hein, sans en faire des tonnes. Hein. Il affichera toujours sa préférence pour les républicains plutôt que pour les démocrates. Et donc, alors là déjà, premier problème, c'est que aux États-Unis, comme en France, dans les milieux culturels, artistiques, intellectuels, il y a vraiment le camp des gentils et le camp des méchants, quoi. Euh, et euh, il y a quand même peu de gens qui osent affirmer qu'ils sont dans le camp. Alors eux, ils vont pas dire qu'ils sont dans le camp des méchants. Ils vont dire je suis républicain. Et en France, ils diront je suis ou voilà. Il y en a très très peu qui ont le courage de le dire. Ou bah, c'est une autre possibilité, c'est que à partir du moment où on est artiste, intellectuel, etc., on est forcément progressiste, ou etc., ou etc. Euh, donc Eastwood aux États-Unis, il est confronté un peu à ce dilemme assez rapidement dans sa carrière. C'est que lui, si vraiment on l'interroge là-dessus, ou que bon, voilà, euh, il est comme beaucoup d'acteurs d'Hollywood au moment des élections, des élections locales dans les États ou élections euh, nationales. Ben, il est comme pas mal d'acteurs, il dit oui, voilà, moi je soutiens le candidat X. Et donc dans le camp d'en face, des gens que par ailleurs j'adore, hein, comme Paul Newman, qui est dans le top 5 de mes acteurs préférés, ben lui c'est le contraire, il est dans le camp des démocrates. Hein. Lui il est né dans une famille bourgeoise, Paul Newman, euh, des négociants d'articles de sport pour qui ça marchait très bien. Et lui qui n'a jamais eu de problème de fin de mois dans sa famille, contrairement à Eastwood, mais qui était quand même quelqu'un de travailleur, hein, mais enfin bon, qui n'a jamais eu à galérer. Ben lui, il a justement toujours, je parle de Paul Newman là en l'occurrence, il a toujours profité de cette aisance qu'il a eue très tôt dans la vie et puis ensuite de son succès pour parler pour des gens qu'il estimait être des minorités opprimées, etc. etc. Et ça, c'est évidemment formidable. Mais du coup, alors quand des gens comme Newman disaient moi je soutiens les candidats démocrates, etc., mais alors ça passait comme une lettre à la poste. Hein. Hollywood, c'était des gens, également chez les femmes, des actrices comme Jane Fonda, hein, qui était aussi extrêmement activiste contre le nucléaire, hein, l'énergie nucléaire, hein, fin des années 60, début des années 70. Tous ces gens-là, quand ils disaient qu'ils étaient pour des candidats du Parti démocrate. Alors on les applaudissait à deux mains, on disait mais oui, oui bien sûr c'est normal que des intellectuels, des artistes, des célébrités soutiennent des candidats, le disent ouvertement. Mais bon, quand Eastwood disait, sans en faire des tonnes, que lui, bah, il était plutôt dans le camp d'en face, euh, il a tout de suite été extrêmement pris en grippe. Hein. Alors peut-être pas par le public, mais en tout cas par la presse, les critiques. Bon, toute ressemblance avec un pays ne serait que pure coïncidence. Cela va de soi. Bon, et, et du coup, déjà le simple fait, alors qu'il n'était qu'un acteur qui commençait à percer au début des années 70 aux États-Unis, le simple fait de déjà afficher sa préférence pour le Parti républicain,
On l'a affublé de tout un tas de qualificatifs. On sait bien que les gens qui ont des préjugés en politique, les qualificatifs qu'ils utilisent euh, pour discréditer leurs adversaires, ça vient comme des réflexes pavloviens, quoi. On réfléchit même pas, on va dire fasciste, réactionnaire, sexiste, raciste, mais même sans y penser, sans réfléchir, quoi. Voilà. Et donc justement, les gens qui ont accusé Clint Eastwood de telles choses et qui l'ont fait sans réfléchir, s'ils avaient réfléchi, ils auraient été moins ridicules. Parce que là, je vais revenir donc à ses débuts dans la vie. Clint Eastwood, donc, qui vit avec sa famille très modestement, euh, quand il a à la fin de son adolescence et début de son âge adulte, alors il est déjà très grand, il mesure 1,93 m. Il est très très porté sur les sports. Ses points forts, c'est le basketball et la natation. Il va même devenir maître, alors pas maître nageur, pardon, mais sauveteur, hein, sauveteur sur des plages, au bord de piscines, etc. Et il a une autre passion, et alors là, on va en revenir au sujet du racisme, etc. Il a une grande passion dans sa vie, c'est le jazz. Il va même s'initier à plusieurs instruments, le bugle, qui est une sorte de petite trompette, ou etc., qui est utilisé un peu dans de vieilles formes de jazz, le jazz New Orleans, que je ne connais pas très bien d'ailleurs, cette forme de jazz-là. Et il va apprendre à jouer du piano, et il va, à la fin de son adolescence, début de son âge adulte, il va aller jouer du piano, des morceaux de jazz au piano, euh, donc dans des bars, hein, de façon très modeste, des petits clubs, etc. Alors il sera payé à coup de petits repas gratuits, et comme il vient d'une famille qui galère, ben, ça fait pas de mal. Et puis aussi quelques bières, hein. Bon, on va en profiter, hein. Je pense qu'en 2025, on peut encore prononcer le mot bière dans une vidéo sans craindre la démonétisation ou la poursuite en justice. On va en profiter, on va voir jusqu'à quand ça dure. Donc voilà, quelques petites bières, quelques repas gratuits, et donc il se fait pas payer en argent, hein, mais il se fait peut-être même qu'il n'a pas l'âge légal, hein, d'ailleurs, hein, pour se faire payer en argent, c'est peut-être ça, hein, il est encore très jeune. Mais voilà, sa passion pour le jazz déjà le pousse à ne pas être seulement un sportif accompli, mais également à sérieusement travailler la musique. Et il a ce tempérament-là dans une famille où on n'a pas trop le temps pour le luxe des loisirs culturels, hein. Mais bon, voilà, il a ça dans la peau, il adore le jazz. Je crois que ça lui vient, même si, alors là, j'ai pas trop creusé la question, mais bon, il est allé voir des concerts de grands artistes de jazz. Et bon, ben voilà, si vous êtes comme moi un ou une passionné de jazz, ben vous savez bien que c'est une musique de noir, quoi, hein. Bon, on va parler avec des mots simples et clairs, hein, voilà. On peut pas être raciste quand on est fou de jazz, de la même manière que les dérivés du jazz, qui sont arrivés plus tard, comme la funk, hein, incarnée par James Brown, le rhythm and blues ou la soul music, incarnée par des artistes aussi géniaux que Stevie Wonder, Marvin Gaye. J'en ai des frissons dans le dos rien que de dire ces noms. Aretha Franklin. Bon, quand vous êtes fan de ces gens-là, et que vous êtes blanc comme un cachet d'aspirine, hein, comme le chantait Claude Nougaro, hein, pour dire sa passion à Armstrong, hein, moi je suis blanc de peau, mais voilà, je suis fan de toi. Bon. Ben, c'est Eastwood, bon, d'une façon un peu plus pudique peut-être, hein. Il va tout au long de sa carrière, dès qu'il en aura l'occasion,
il va rappeler que pour lui, le jazz, c'est au-dessus, c'est le soleil, quoi. Et il va d'ailleurs avoir une phrase extrêmement intelligente en interview, au moins une fois, peut-être même plusieurs. Il va dire, je trouve cette phrase absolument géniale, elle est très simple, mais elle est géniale. Euh, les, les États-Unis, qui sont un pays très jeune, hein, qui se sont formés très tard, hein, par des gens qui ont immigré d'Europe, donc les États-Unis, qui sont un pays relativement jeune, n'ont que euh, deux formes culturelles qui sont typiquement américaines. Voilà, les États-Unis ont inventé deux types d'art, de formes artistiques, alors que l'Europe a eu le temps d'en inventer davantage, et l'Afrique aussi, puisque évidemment ce sont des continents millénaires. Il dit donc voilà, l'Amérique, elle a inventé deux grandes formes artistiques, le western et le jazz. Voilà. Alors autant le western, ben, évidemment, on peut dire que sur le plan euh, ethnique, ça manque un peu de variété. Autant le jazz, bon, encore une fois, euh, toutes ses plus grandes idoles musicales à Clint Eastwood, depuis qu'il a 15 ans, sont tous des Afro-Américains. Donc, ça sera particulièrement flagrant dans le film Bird, en 1900. Maintenant que j'y réfléchis, c'était en 88, hein, sur la vie et la carrière de Charlie Parker, l'un des fondateurs d'un type de jazz très balèze techniquement et très fou dans sa créativité, hein, et donc interprété par Forest Whitaker. Et donc en 88, Eastwood sera, et l'ensemble de l'équipe du film bien sûr, seront invités au Festival de Cannes, parce que le film sera présenté, je crois qu'il fera partie de la compétition. Il y a une fois, je crois, où Eastwood a été invité à Hollywood, mais pour présenter un film hors compétition. Mais c'était peut-être Pale Rider, le cavalier solitaire, mais je crois que Bird faisait partie était en compétition. Bon, et je crois pas qu'il ait gagné grand-chose. Bon, il faut dire aussi que Eastwood, à Cannes en 1988, il commençait à ne plus sentir le soufre, mais enfin, il n'était pas encore tout à fait politiquement correct non plus. Mais bon, voilà. Mais Eastwood a eu l'occasion de montrer au cinéma, hein, donc j'ai expliqué que déjà il a joué du piano, etc., dans des bars où il a montré sa passion du jazz. Donc pour quelqu'un de raciste, il me semble que là il y a quand même pour quelqu'un qui est accusé de racisme, il me semble y avoir une incohérence majeure. Mais en plus, dès qu'il a fait ses débuts de réalisateur en 1971, dans l'excellent film, alors en français c'est Un frisson dans la nuit, et donc en anglais le titre initial c'est Play Misty for Me. Il joue le rôle, alors c'est un thriller effrayant, digne d'un film d'Hitchcock. Il joue le rôle d'un disque jockey dans une station de radio californienne, au bord de l'océan, et il va être complètement persécuté par une fan de lui qui, après une nuit qui pour lui n'était que voilà, une aventure d'un soir, elle va devenir complètement obsédée par lui et va le pourchasser jusqu'à essayer de l'assassiner quand elle comprend que lui ne veut pas aller plus loin. C'est un thriller absolument captivant. C'est le premier film d'Eastwood en tant que réalisateur. Et il y est à la fois acteur et réalisateur. Et il y joue donc le rôle d'un disc jockey qui ne passe que des morceaux de, devinez quoi, de jazz. Donc encore une fois, dès qu'il en a l'occasion,
il fait un film où il peut quand même mettre un peu de choses qu'il aime bien. Première chose qu'il fait, la musique, c'est que du jazz. Bon, donc encore une fois, son obsession pour cette musique, et encore une fois, un bel uppercut au foie à tous les gens qui l'accusent d'être la réincarnation d'un sinistre moustachu qui a eu son heure de gloire à l'époque que l'on sait. Bon, euh, puisque je viens de parler de ce film, de ce premier film en tant que réalisateur, euh, Play Misty for Me en 1971, au moment où Eastwood réalise ce premier film, et il n'est pas encore un acteur véritablement reconnu aux États-Unis. Enfin, en tout cas, il n'est pas une star, il n'est pas une grande vedette en 71. Pas encore. Il va tourner juste après l'inspecteur Harry et là, tout va changer. Mais on n'en est pas encore là. Donc, quand il a tourné ce premier film en tant que réalisateur, pour bien montrer que c'est pas du tout encore un poids lourd à Hollywood, en fait, quand il dit, parce qu'il passait son temps en tant qu'acteur à regarder les réalisateurs, les chefs opérateurs, les caméramans, les éclairagistes, il regardait tout ce qu'ils faisaient, il s'intéressait à tout, donc alors qu'il n'était encore qu'acteur dans ses, je parle là de ses débuts, et déjà il voulait tout savoir des techniques de réalisation. Et donc tous les réalisateurs qui ont assisté à ça, à cet Eastwood jeune, ont tout de suite compris que ce type était fait pour être réalisateur. Parce qu'il était mort de faim, il voulait tout savoir quoi, sur la réalisation. Mais les studios lui disent, bon, t'es bien gentil, mais tu commences à être un peu connu, etc. Mais bon, t'es pas non plus Steve McQueen. Steve McQueen était beaucoup plus connu en début 71 que Clint Eastwood. T'es pas encore un poids lourd ici à Hollywood. Donc, t'as fait tes films à succès, tu les as fait en Europe avec la trilogie du western Spaghetti de Sergio Leone. Donc, on est quand même obligé de te prendre au sérieux parce que ces films ont fait le tour du monde. Mais ici, en Amérique, les films que tu as tournés ici, ça casse pas trois pattes à un canard. Donc, écoute, on va te laisser réaliser ton film, là, mais, puisque tu veux absolument être réalisateur alors que tu n'as que 40 ans, mais bon, pourquoi pas. Mais alors, par contre, ta paye d'acteur, voilà, tu sais où tu peux te la mettre. Voilà. C'est à prendre ou à laisser. C'est fromage ou dessert. Et en fait, Eastwood dit, bon, ben écoutez les gars, c'est cool, j'ai tellement envie de réaliser mon film que c'est pas grave si en tant qu'acteur, je touche presque rien. Je suis content de me frotter à la réalisation, c'est vraiment un truc qui me botte, et voilà. Mais donc pour vous dire que c'est pas encore quelqu'un qui pèse à Hollywood, et encore une fois, voilà, j'ai ma logique dans tout ce que je vous propose. Euh, Vous allez voir plus tard pourquoi tout ça a un lien avec les accusations de sale type, raciste, etc., vont être liées à ce que je suis en train de vous dire. C'est que c'est un type qui a pas, il n'a pas carte blanche quoi, dans ce qu'il fait à Hollywood au début des années 70. Hein. Une véritable superstar à Hollywood au début des années 70 qui aurait dit à des chefs de studio bon voilà, je veux réaliser mon premier film. On lui aurait dit bon ben d'accord, et puis on lui aurait dit bon ben on va te payer comme un roi parce que tu es l'acteur le plus connu de la place, donc toi tu vas avoir fromage et dessert, voilà. Euh, on ne te met pas des réserves, on ne te met pas des limites, tu fais ce que tu veux parce que tu as gagné, quoi. C'est toi le plus fort. Bon. Eastwood, à ce moment-là de sa carrière, il n'en est pas encore là. Euh, Puis vient donc évidemment l'inspecteur Harry, juste après ce premier film en tant que réalisateur, Play Misty for Me ou Un frisson dans la nuit, vient El Famoso Inspecteur Harry. Alors, toujours pareil, Eastwood n'est pas encore quelqu'un
à qui on demande son avis quand il tourne sur un film. Il n'est pas producteur, il n'a pas encore lancé sa maison de production, donc il n'est qu'un employé de ses producteurs. Alors par contre, avec le réalisateur de l'inspecteur Harry, il a déjà une belle histoire de complicité et d'amitié. Le réalisateur de l'inspecteur Harry, c'est Don Siegel, et c'est déjà lui qui l'a un petit peu accompagné dans le tournage de son premier film, qui l'a un petit peu guidé, qui l'a épaulé, donné des conseils. Et c'est même lui, disons, qui lui a un petit peu donné envie de se mettre à la réalisation. Avec peut-être Sergio Leone aussi en Europe, qui a été un modèle pour Clint Eastwood. Mais bon, voilà, Eastwood, il décide pas du scénario de l'inspecteur Harry. C'est pas lui qui l'a écrit. On lui demande pas son avis, ni de la façon dont le film va être fait ou je ne sais quoi. Le seul truc, c'est que ce film, lui, il accepte de le tourner, il accepte de jouer le rôle de l'inspecteur Harry, alors que d'autres acteurs l'ont refusé. Et je vous le donne en mille, le premier acteur qui a refusé le rôle, c'est El Famoso Paul Newman, qui a dit bon, mais moi je peux pas, je peux pas jouer le rôle d'un policier qui est fasciste, raciste, sexiste, antispéciste. Bon, enfin voilà. Encore une fois, moi j'adore Paul Newman, il a vraiment, et puis contrairement à Eastwood, je trouve que lui, Paul Newman, il a été un excellent acteur tout de suite, pardon. Mais bon, Paul Newman, en 1980, il a tourné 1980, donc bien plus tard, il a tourné dans un excellent film policier, mais aussi un petit peu drame social, que je recommande, qui s'appelle Le Policeman en français. C'est bizarre en français d'avoir appelé un film Le Policeman, parce que c'est moitié anglais, moitié français. Le titre original, c'est For Apache The Bronx, donc un film qui se passe vraiment dans les quartiers les plus difficiles de New York. Et dans ce film, Paul Newman tombe amoureux d'une infirmière portoricaine, d'origine portoricaine, pardon. Non, elle est américaine, elle est d'origine portoricaine. Il va tomber Lui, c'est un policier avec des origines irlandaises. Il connaît bien le quartier. C'est un policier intransigeant envers les voyous, mais qui est aussi très humain envers la population de ces quartiers et qu'il connaît bien. Donc, il sait que parmi les gens d'origine portoricaine dans ce quartier, il y a entre autres la femme dont il est tombé amoureux, cette infirmière, qui hélas, pour tenir le coup dans des situations difficiles, les urgences dans les quartiers les plus pauvres, etc., la noirceur de l'existence dans ces quartiers, cette infirmière, elle se pique à l'héroïne. Et devinez qui lui fournit l'héroïne, des gens qui ont les mêmes origines qu'elle, des portoricains. Donc voilà, il y a dans chaque origine ethnique, il y a des gens formidables et puis il y a les pires crapules de l'humanité. Voilà. Et un jour, ces dealers d'origine portoricaine remarquent que cette infirmière, elle traîne beaucoup avec le policier. Et ils se disent qu'elle mérite une bonne leçon. Et puis, comme elle va se fournir de l'héroïne chez eux, un jour, ils chargent bien la dose. Et elle meurt d'une overdose. Bon. Et dans le même film, Le Policeman, toujours en 1980, Paul Newman a un moment à faire face avec ses collègues policiers à des gens qui sont en émeute, un peu, qui se révoltent dans le quartier. Et des gens qui ont souvent de bonnes raisons et il leur donne plutôt raison. Et donc des gens avec qui il discute et avec qui il est plutôt d'accord et qui semblent être des gens qui ont une certaine intelligence et des choses à proposer. Et donc parmi ces gens, il y a des Afro-Américains. Et puis il y a un autre moment, dans le même film, Paul Newman, il s'énerve beaucoup contre un proxénète qui est lui aussi Afro-Américain et qui maltraite de façon assez manifeste
la dame qu'il a sous sa protection. Et là, Paul Newman se lâche, le personnage joué par Paul Newman se lâche et casse la voiture du proxénète afro-américain et le menace des pires choses si il change pas de trottoir et même de ville le plus rapidement possible. Bon. Pourquoi je vous dis tout ça? Ben parce que Paul Newman, dont tout le monde connaît l'engagement politique, etc., depuis longtemps, ses prises de position, euh, quand il détruit la voiture d'un proxénète afro-américain, personne ne le traite de raciste. Ni son personnage qu'il joue, et ni évidemment encore moins l'acteur Paul Newman lui-même. Voilà, comme je le disais tout à l'heure, on accepte, il semble logique que dans un quartier, une ville, un pays donné, il y a des gens qui vont avoir les mêmes origines ethniques, communautaires, ou appelez ça comme vous voulez, et certains vont être des gens formidables, certains vont être des crapules. Bon. Et donc, ben, on accepte que quand un acteur joue le rôle d'un représentant des forces de l'ordre et qu'il s'attaque à une crapule d'une certaine communauté, ça ne veut pas dire qu'il est raciste, ça veut juste dire qu'il fait son boulot de policier et que peut-être c'est un homme bien qui rend service à la société en donnant à certains le traitement qu'ils méritent. Bon, on va voir que dans le cas de Clint Eastwood, ça va être plus compliqué. Parce que lui, si l'inspecteur Harry s'attaque à quelqu'un d'une certaine couleur, alors là, par contre, les gens, les critiques, les bien-pensants, américains ou autres, vont s'en donner à cœur joie. Hein, ça va être open bar. Et c'est pour ça que le Eastwood des années 2000, je sais pas quoi, c'est facile de l'idolâtrer. À la limite, c'est même ceux qui continuent à le critiquer qui ont l'air bizarres, tellement il semble faire l'unanimité. Mais le Eastwood des années, début des années 70, milieu des années 70, ne méritait pas non plus d'être traîné dans la boue comme il a pu l'être. Donc dans l'inspecteur Harry, c'est vraiment le film où on a commencé à dire que il incarnait un personnage, entre autres, raciste, et que comme il l'incarnait tellement bien, c'est marrant parce qu'on disait juste avant que les mêmes critiques disaient juste avant que c'était un acteur très moyen, et bon, je leur donne pas tout à fait tort quand même, mais dans l'inspecteur Harry, il est vraiment convaincant. Il est vraiment, il incarne le rôle incontestablement. Là, on dit bon c'est pas seulement le personnage qui est un raciste, un sexiste, un sale type, etc., un violent, abruti. Non, c'est l'acteur qui le joue aussi, qui est comme ça. C'est pour ça qu'il le joue aussi bien. Il joue lui-même. Bon. Alors, comme j'ai dit déjà au sujet de sa passion pour le jazz, les gens qui d'emblée le traitent de raciste sans réfléchir sont des gens qui ne se sont pas intéressés à sa biographie. Bon, déjà, pourquoi pas, à sa biographie personnelle. Et bon, maintenant, si on analyse justement le film L'Inspecteur Harry, que, comme je vous disais tout à l'heure, des acteurs réputés pour leur progressisme, ont refusé le rôle. Ben lui, il l'a pas refusé. Mais déjà, pour commencer, encore une fois, au moment où il accepte le rôle de l'inspecteur Harry, il s'est fait connaître en Europe. Il s'est fait connaître un peu aux États-Unis d'abord par une série télévisée où il a été un acteur de série télévisée qui avait quand même sa petite réputation. Il jouait le rôle d'un cow-boy qui gardait du bétail dans la série Rawhide. Mais bon, au cinéma, il ne décollait pas du tout avant d'aller en Europe pour justement essayer de se dire, bon, ben écoute, j'ai peut-être un destin un peu excentrique en tant qu'acteur américain. Peut-être que mes premiers succès, je vais les trouver en Europe et pas dans mon pays natal. Donc, il va
En Europe, il rencontre Sergio Leone. Là, ça marche du tonnerre. Mais bon, les Américains, pour eux, c'est sympathique tout ça. Mais bon, si t'as pas réussi dans des films américains à t'imposer, tu peux pas être une star. Même si tes films ont bien marché en Europe et qu'aux États-Unis, on en a entendu parler, c'est pas la même chose. Donc, au moment où il accepte le rôle de l'inspecteur Harry, en 71, euh, il n'est pas du tout un acteur qui pèse, entre guillemets, dans le système hollywoodien. Donc, il accepte un rôle déjà parce qu'il est bien content d'avoir du boulot, tout simplement. Hein. Euh, il n'est pas du tout une superstar qui peut se permettre de refuser des rôles et de continuer à vivre bien de son métier d'acteur. Il n'en est pas encore là dans sa carrière. Et donc, bah, déjà, il accepte un rôle parce que tout simplement, il a besoin de travailler. Mais aussi, c'est vrai parce que avec ses opinions politiques con- euh, républicaines et pas démocrates, il y a certains aspects du personnage de l'inspecteur Harry, c'est-à-dire le maintien de l'ordre, le besoin de sécurité. C'est peut-être des choses que lui aborde de façon plus décomplexée que des acteurs qui veulent être perçus comme plus progressistes. Voilà. Ça, c'est incontestable. Donc, il accepte le rôle, mais malgré sa complicité avec le réalisateur Don Siegel, euh, et donc le fait que Siegel va quand même lui laisser essayer des petites choses, mais Eastwood n'a pas vraiment beaucoup de poids dans le tournage de ce premier inspecteur Harry. Il n'est pas encore coproducteur de quoi que ce soit, il est un simple employé. Il joue un rôle qui a été écrit par des scénaristes, c'est pas lui le scénariste, c'est pas son boulot. Il joue ce qui a été écrit pour lui. Bon, il peut quand même donner son avis, gommer un ou deux trucs comme tous les acteurs font, mais voilà. Donc c'est pas lui qui décide de l'histoire, etc. Donc déjà première chose. Dans l'inspecteur Harry, le premier inspecteur Harry, qui est quand même bon, qui est un excellent film policier. Hein. Bon, ça n'est peut-être pas plus que ça. Hein. C'est pas un chef-d'œuvre du 7e art non plus. Faut se calmer. Hein. C'est juste un très bon film policier. Des chefs-d'œuvre, Clint Eastwood va en faire beaucoup par la suite, hein, quand il sera nettement plus âgé. Je ne considère pas que celui-là en fasse partie. Mais en tout cas, bon, ça va contribuer évidemment à sa légende et c'est le film qui va faire de lui une superstar aux États-Unis. Ça, c'est incontestable. Il y a vraiment dans la carrière de Clint Eastwood un avant et un après Inspecteur Harry. Ça, c'est indéniable. Alors, dans ce film, l'Inspecteur Harry, euh, l'inspecteur Harry Callahan, donc de la brigade criminelle de San Francisco, euh, doit se mettre en chasse d'un tueur en série qui est incarné par Andy Robinson et qui a le visage, la peau aussi blanche que mon frigidaire, hein, que mon réfrigérateur. Euh, voilà, il est blanc comme un cachet d'aspirine. Et donc Eastwood va poursuivre ce tueur en série pendant tout le film. Alors déjà, les gens qui ont vu l'inspecteur Harry comme un personnage raciste, il faudra qu'on m'explique. On peut le taxer de toute autre chose. Hein. Il désobéit à ses supérieurs, il fait sa propre loi en tant que policier quand il estime que euh, la loi ne défend pas les bonnes personnes, défend plus les criminels que les victimes. Alors, donc il fait la justice un peu à sa sauce. Ah, il est tout à fait légitime. Chacun est dans son droit de dire que ça, c'est pas une bonne chose et que c'est critiquable. Mais ça n'a rien à voir avec le racisme. Alors, on ne peut pas tout mélanger tout le temps, hein, c'est pas possible. Euh, et alors, les gens aussi qui ont critiqué l'inspecteur Harry comme personnage et donc Clint Eastwood comme acteur,
avec ces accusations de racisme, on fait vraiment une fixette sur une scène où l'inspecteur Harry met fin à un braquage de banque. Si ma mémoire est bonne, c'est une banque ou c'est peut-être une supérette, enfin ça je sais plus trop. Et c'est une scène assez célèbre parce qu'il fait sa fameuse tirade où il dit bon ben écoute j'ai tiré plein de balles là, donc je sais pas s'il m'en reste une ou pas dans mon pistolet, mais bon, regarde bien mon pistolet, c'est le magnum le plus dangereux qui existe, donc est-ce que tu as envie de tenter ta chance? Bon, c'est une réplique cultissime. Et le bandit, qui est déjà amoché, hein, qui a déjà été blessé dans la fusillade, qui est à terre, et qui est donc afro-américain, décide de ne pas tenter sa chance et laisse Harry l'arrêter, quoi. Voilà. Alors cette scène, voilà, il y a des gens qui ont dit c'est pas possible, hein, oui, on le sait qu'il y a des délinquants, qu'il y a des bandits, des braqueurs de banque qui sont d'origine afro-américaine. Alors c'était d'autant plus vrai que certains mouvements politiques suprémacistes noirs, pour le coup, hein, je ne sais plus si c'était les Black Panthers, utilisaient les braquages pour se financer. Voilà, pour trouver des financements pour leur activité politique. Et ils s'habillaient d'une certaine manière. Et il se trouve que dans le film, l'inspecteur Harry, donc les types qui sont à bord, les Afro-Américains qui sont à bord de la voiture et qui font le guet au moment du braquage, ben, ils sont habillés justement comme des Black Panthers. Et donc, tous les gens qui ont regardé ça de près ont dit ah non mais alors ça c'est très raciste, hein, alors qu'en fait la séquence elle-même, ou c'est une séquence simplement où un policier met fin à un braquage et il est tout seul face à 3 ou 4, mais bon c'est l'inspecteur Harry. Il met fin à un braquage. La séquence dure 3 ou 4 minutes, je ne sais plus la durée exacte, mais moi j'en ai fait une parodie dans ma chaîne de vidéos parodiques qui sur Facebook s'appelle Monsieur Guillaume se lâche. Si vous avez envie d'y jeter un coup d'œil, c'est une chaîne où je détourne des scènes de films à des fins humoristiques, et peut-être aussi pour délivrer certains messages tout en rigolant. Et donc j'ai fait une scène complètement farfelue où en fait l'inspecteur Harry, au lieu de, comme dans le film initial en anglais, dit à ce braqueur afro-américain à terre et déjà blessé, il lui fait cette tirade sur le magnum. Au lieu de ça, je fais dire à l'inspecteur Harry un morceau de la tirade de Cyrano de Bergerac, la tirade des nez. Voilà, rendu célèbre entre autres par Gérard Depardieu. Donc bon, je me suis lâché et voilà. Mais cette petite parenthèse aussi pour vous dire que bon, je connais pas la durée exacte de la scène parce que bon, c'est quand même assez anecdotique, hein, on a autre chose à faire. Mais en ayant fait moi ma petite vidéo humoristique, je peux vous dire quand même que la scène elle dure pas 10 minutes non plus, quoi. Donc on va nous dire que ce type est raciste parce que pendant, je sais pas moi, 5 minutes, il va pourchasser des criminels, oui, clairement afro-américains. Et pendant l'heure 40 qu'il reste de film, il passe son temps à pourchasser son ennemi juré, que vraiment il veut absolument mettre hors d'état de nuire, et qui est un blondinet au physique un peu d'adolescent attardé, joué magnifiquement par Andy Robinson, vraiment. Incroyable la prestation de cet acteur qui, avec ce physique poupin, un petit peu, hein, oui, comme je dis, d'adolescent attardé, de mec qui a jamais vraiment grandi, et la voix qui va avec. Hein, si vous écoutez le film en version originale, il a une voix adulte, mais limite, quoi. Et malgré ça, il nous fout la trouille du début à la fin.
Et ça, c'est magistral. C'est magistral. Euh, une prestation d'acteur absolument géniale. Et d'ailleurs, ce qui est triste, c'est que cet acteur, Andy Robinson, après avoir été aussi génial dans le rôle du méchant dans l'inspecteur Harry, il va vivre une traversée du désert à Hollywood. Les producteurs ne vont plus vouloir l'employer. Tenez-vous bien, pour le motif invoqué, ben, euh, t'as été tellement bon dans le rôle du méchant dans l'inspecteur Harry qu'on a du mal à t'imaginer dans un autre rôle. Donc on est désolé mec, hein, mais t'es tellement un bon acteur qu'on ne peut pas t'embaucher, hein, parce que voilà, t'as été trop bon quoi dans le film. Donc maintenant, si tu joues un autre rôle, le rôle d'un mec gentil, tout ça, personne va y croire. Bon. Euh, son talent d'acteur s'est retourné contre lui. Bon, voilà le niveau des producteurs à Hollywood. Mais bon, s'ils continuent à vous vendre leur série Netflix, c'est que finalement, ils ont peut-être pas très bon goût, mais ce sont de bons vendeurs. Allez, on va dire ça comme ça. Alors, pour les gens qui voulaient quand même malgré tout continuer à traiter Clint Eastwood, entre autres, de raciste, hein, que ce soit le personnage qu'il joue à l'écran, mais aussi l'homme euh, qui se cache derrière. Il y avait quand même un plan B. C'est bon, ouais, d'accord, c'est vrai que la scène du braquage, ça dure pas longtemps. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver pour quand même pouvoir dire parce que c'est quand même dommage de se contenter de le traiter de réactionnaire hein, qui pour défendre les honnêtes gens oublie un peu les droits des agresseurs, tout ça. Bon, déjà c'est pas mal, mais si quand même on pouvait le traiter de raciste, ça serait quand même mieux. Quoi. Ça nous rendrait la tâche plus facile. Alors qu'est-ce qui nous reste comme plan B? Oh, on a peut-être une bonne idée. Euh, L'inspecteur Harry, un, on lui colle un adjoint qui s'appelle Chico et qui est d'origine latino-américaine. Et c'est peut-être une idée à creuser, ça. On va peut-être pouvoir trouver quelque chose. Voyons. Alors, en plus, ouf, ça commence bien pour tous ceux qui veulent absolument lui chercher des poux dans la tête à Eastwood. Ça commence très très mal avec. Non, ça commence pas très très mal, mais ça commence pas terriblement bien avec cet adjoint à qui il montre, quand on le lui donne, on lui dit voilà, vous allez travailler avec un nouvel adjoint qui s'appelle voilà, Chico. Harry fait tout de suite la moue. Et alors évidemment, là on se dit ah ben oui, ben, il est raciste, donc un latino, ça va pas. Alors non, en fait, ce qu'on découvre très rapidement, hein, parce qu'ils ont très vite une conversation, Harry et Chico, et ce que reproche Harry à son jeune adjoint, c'est quelque chose qu'il va reprocher à d'autres adjoints dans des suites de l'inspecteur Harry, dont le catastrophique L'inspecteur ne renonce jamais de 1976, qui est vraiment, ouais, vraiment, il faut savoir s'arrêter. Hein. Mais bon, pareil, dans celui-là de 76, on lui met une adjointe femme, et là on se dit, ah ben voilà, ben oui, ben c'est un sexiste, ça va pas lui plaire. Et en fait, dans les deux films, l'inspecteur Harry et donc de 71 et l'une de ses suites en 76, ce que Harry reproche à ses adjoints, c'est que ce ne sont pas des gens de terrain et qui ont gravi les échelons trop rapidement par le biais des études, etc., mais qu'ils ne connaissent pas le danger de la rue, ils ne s'y sont pas encore frottés en tant que simples agents de la fonction publique, et qu'on les met directement inspecteurs adjoints, etc. Alors c'est pas une question de jalousie de sa part, puisque s'il y a bien un truc qu'on comprend très vite, c'est que Harry ne travaille pas pour l'argent. Hein. C'est vraiment un sacerdoce, hein, son métier de policier pour lui. Mais il se dit non, non, c'est pas possible. Il y a des gens qui connaissent le terrain depuis beaucoup plus longtemps que vous et qui, du coup, quand ils travaillent avec moi, qui suis quand même très radical dans ma façon de travailler, ben, ils risquent moins leur peau. Euh,
Et vous, voilà, vous allez trop vite, vous brûlez les étapes. Et voilà, il dit à Chico, d'où vous sortez? Ben, de la fac de sociologie. Sociologie, lui dit. Bon, et Chico, quand même, arrive à l'amadouer un petit peu en lui disant que à la fac, il a fait beaucoup de boxe. Bon, il s'est dit, bon, ben, ça, dans la rue, ça servira peut-être un peu plus que la sociologie, avec les oiseaux auxquels on va avoir affaire. Mais voilà, Harry, ce qui l'insupporte, c'est pas le sexe, enfin le genre, ou les origines ethniques, communautaires des adjoints qu'on lui impose. C'est qu'il ne veut pas qu'on lui colle des débutants qui passent directement des bancs de la fac ou des bureaux, hein, des gens qui ont été des policiers mais uniquement dans les bureaux, et du jour au lendemain, euh, on les colle au policier qui est quand même le plus fou furieux de la ville. Il se dit, c'est pas raisonnable pour mes adjoints qu'on leur impose de travailler à un mec comme moi, directement sans autre expérience sur le terrain, en sortant directement des bureaux. C'est pas raisonnable pour eux, ça les met en danger parce qu'ils ont pas encore, ils connaissent pas suffisamment encore le vice de la rue. Mais c'est aussi dangereux pour moi parce qu'il y a des moments où je vais avoir besoin de, voilà, qui m'épaule d'une certaine façon et il risque de ne pas savoir le faire. Et il n'y a que ça en fait qui l'énerve. C'est pas du tout une question d'origine ethnique ou de genre. Euh, mais là où Harry va aggraver son cas, et dans la foulée le personnage d'Eastwood, c'est que quand Chico justement vient d'être nommé adjoint de Harry, très peu de temps après, Harry, Chico demande demande à un collègue, hein, ils sont plusieurs dans le commissariat, il est tard, ils sont crevés, mais ils arrivent quand même à se faire des blagues de policiers entre eux, hein, un peu viril, quoi. Hein, ils sont, pourquoi pas, hein, ils sont qu'entre hommes, ça fait de mal à personne, ils se taquinent un petit peu les uns les autres. Et voilà, ça les détend, ça leur fait un peu oublier que ils passent leur journée et leur nuit à faire, à avoir affaire à tout ce qu'il y a de plus sordide et de plus violent dans la société. Et donc à un moment, Chico demande à un collègue en présence de Harry, il dit mais pourquoi Harry on l'appelle le Dirty Harry, Harry le charognard, Harry le sale mec ou qui fait le sale boulot. Bon, difficile de traduire en bon français Dirty Harry, hein, parce que le mot peut avoir tellement de sens différents, de traductions différentes. Et là, le collègue va faire une blague qui serait évidemment infaisable à faire en 2025, puisque déjà elle implique beaucoup de second degré, et qu'en 2025, le second degré dans l'humour, ça n'existe plus. Hein. Donc, le collègue en question va dire, ah ben, on l'appelle comme ça parce qu'en fait, il déteste tout le monde, Harry. Il peut blairer personne. Il ne fait confiance à personne. Voilà. Et alors là, il fait la liste de toutes les personnes à qui Harry ne fait pas confiance, et donc, ben, c'est les trois quarts de l'humanité. Donc, il y va. Le collègue dit vraiment, on voit que vraiment il rigole, il plaisante. Et il dit, et Harry, il peut blairer personne. Hein. Les femmes, les homosexuels, les noirs, les asiatiques, les prêtres, enfin, ça, c'est du. Voilà, il fait une liste absolument interminable, vraiment sur le ton de l'humour. Hein. Un Coluche dont on savait très bien qu'il était ni raciste ni quelqu'un de malsain sur le plan social faisait ce genre de blague justement, hein, pour pouvoir rire de tout et pour pouvoir justement désamorcer les vrais racistes, les vrais sexistes, etc. Bon. Et donc voilà, le collègue fait ce genre d'humour et Harry qui a quand même envie un peu de rigoler avec ses collègues, il va accompagner la blague avec lui aussi du second degré. Et ça donne l'une des seules scènes humoristiques du film, parce que le film est quand même, il y a très peu d'humour. C'est un film très noir, très sombre, hein, l'inspecteur Harry. Euh,
Et Chico dit ah ouais, Harry déteste tout ce monde-là, il déteste. Ah, et alors, les latinos comme moi, qu'est-ce qu'il en pense, Harry? Alors, Chico, je crois, si je me rappelle bien, il pose la question au collègue, mais en présence de Harry. Et Harry va faire un clin d'œil pour montrer que c'est vraiment pour rigoler. Il dit ah, les latinos, ah, c'est les pires des métèques. Bon, ben, on a le droit de pas trouver ça drôle, hein, pas de problème. Surtout, bon, quand on est les gens qui sont plus jeunes que moi, hein, qui vivent en France et qui sont plus jeunes que moi et qui ont été biberonnés au Gad Elmaleh, Franck Dubosc, Jamel Debbouze, enfin un humour inoffensif où on dit jamais du mal de personne, où on a toujours peur de froisser. Je comprends que cet humour-là ne plaise pas. Hein, c'est vraiment un humour où on fait preuve de second degré, c'est-à-dire on est en toute complicité et on dit le contraire de ce qu'on pense en sachant que l'autre en face le sait qu'on pense le contraire et que donc on peut se permettre de faire la blague. Si vous voulez, je vous fais un parallèle très simple hein, pour ceux qui ne sont pas encore très habitués au- à cet humour de second degré. Voilà. J'ai sur Facebook, j'ai un ami que j'apprécie beaucoup et c'est cool, je crois qu'il me le rend bien. Bon, ben, c'est un ancien élève à moi, hein, puisque bon, je suis prof, et il m'a eu en classe il y a une vingtaine d'années. Bon, il n'y a pas longtemps, il m'envoie un petit message rigolo, il me dit, d'ailleurs, c'est pas un message, c'est un commentaire de post, donc je peux en parler librement, puisque c'est pas de l'intime, hein, il l'a dit publiquement. Il a dit quand je pense qu'à un moment, hein, tu as eu en face de toi un petit con qui traînait les pieds pour venir en cours, hein, alors que maintenant je me régale de discuter avec toi et tout. Je dis ah, merci, c'est cool, mais attends, un petit con, bah non, t'étais pas petit. Bon, euh, ce jeune ami est très friand de ce genre d'humour et je le sais. Et il sait que moi, bah, c'est même pas que je suis friand de ce genre d'humour, mais moi, l'humour, s'il n'est pas corrosif, s'il n'y a pas cette dose un peu pas de provocation, mais allez, on se rentre un peu dans l'art pour rigoler. Et surtout, encore une fois, on dit le contraire de ce qu'on pense, parce que non seulement il n'était pas petit, mais évidemment qu'il n'était pas con non plus, hein, le jeune en question. Mais c'est tellement plus rigolo de jouer le jeu et de dire non, non, t'étais pas petit. Bon, sous-entendu, con peut-être, mais pas petit. Mais en réalité, je pense qu'il n'était ni petit ni con. Mais pour faire de l'humour, pour créer une situation humoristique, j'ai utilisé le second degré, ou l'ironie si vous préférez. Mais la différence entre second degré et ironie, c'est que dans l'ironie, il y a quand même une part d'humour méchant, hein, où on veut quand même égratigner quelqu'un. Par exemple, Coluche, avec les politiques, il pratiquait de l'ironie. Moi, avec mon jeune ami, je ne pratique pas de l'ironie, je pratique du second degré. C'est-à-dire, ça n'est pas de l'humour pour blesser, pour faire mal. Et si mon jeune ami avait mal pris la blague, je m'en serais excusé dans le privé. Mais je savais qu'il allait pas mal l'apprendre parce que quand on fait de l'humour entre soi, en général, on se connaît, on sait quel genre d'humour aime l'autre et quel genre d'humour on aime soi-même. Et voilà, on appelle ça du second degré. J'espère que la digression n'a pas été trop longue, mais c'est exactement ce que Harry et ses deux collègues font entre eux dans cette scène. Donc Harry, il envoie une grosse patate, il dit, euh, après que son collègue ait dit tous les gens qu'il n'aime pas, c'est-à-dire la moitié de l'humanité, et donc évidemment là-dedans il y a des communautés ethniques, Chico, comment dire, presque par masochisme, dit ah ouais, mais vous n'avez pas parlé des latinos, qu'est-ce qu'il en pense des latinos, Harry? Et Harry allait quand même pas jouer les gnagnons et dire ah non, les latinos ça va, il faut pas que tu te vexes, hein, mon ami, hein, je t'aime bien finalement. Non, non, ils ont envie de rigoler, ils en ont plein le cul de leur journée à pourchasser
des malfrats dangereux et à risquer leur vie à tous les coups. Donc quand ils font de l'humour, ils font finalement un humour qui est aussi... euh, ils font un humour qui tâche parce qu'ils font un métier qui tâche. Voilà. Et donc il dit, ah, les latinos, c'est les pires de tous, hein, les pires des métèques. Bon. Euh, Chico comprend exactement la blague parce qu'il a remarqué que Harry n'avait pas de problème avec son origine. Il a posé la question pour participer à la blague lui aussi, hein, ce jeune adjoint. Voilà. Mais évidemment, il y a des détracteurs du film et de l'acteur qui ont sauté dans le wagon, mais alors à pieds joints. Bon, dommage, hein, parce que c'est quand même là. Enfin, si ma mémoire est bonne, c'est le seul moment humoristique du film, qui encore une fois est un film très sombre, l'inspecteur Harry. Hein. C'est vraiment, on est dans la tradition du film noir, dans le sens les films de détectives des années 30, etc. Vraiment. Donc, le seul moment où on rigole, c'est on va avoir des gens qui vont dire ah oui, mais vont vous rigoler, mais pas de la bonne façon. Bon. Ce qui est intéressant, en tout cas, à retenir dans ce premier inspecteur Harry, c'est que, pour le coup, le méchant de l'histoire, le tueur en série, donc ce personnage à l'allure juvénile, complètement détraqué, joué par Andy Robinson, donc il se fait surnommer Scorpio dans le film. Il y a un moment où il veut, comme il a Harry sur ses traces constamment, Harry a été déchargé de l'affaire par ses supérieurs, parce que ses supérieurs n'appréciaient pas la façon dont Harry traitait cette affaire. Ils trouvaient qu'il le prenait comme une affaire personnelle, et il disait, bon... Scorpio, il a des droits, hein, c'est peut-être un criminel, mais il a des droits, et vous, comme policier, vous ne les respectez pas assez, donc on vous décharge de l'affaire. Et Harry, qui n'en fait qu'à sa tête, hein, ça on peut le lui reprocher si on n'a pas ce genre de sensibilité, il va continuer, malgré l'interdiction de ses supérieurs, à un peu harceler Scorpio en le suivant dans des boîtes de nuit, etc. Alors il fait rien, hein, il ne s'approche pas de lui, mais voilà. Et Scorpio le remarque et dit bon ben voilà, je vais vraiment mettre Harry dans la sauce, hein. Je vais vraiment lui faire avoir les pires des problèmes. Je vais me faire fracasser la tête par quelqu'un que je connais et je vais dire que c'est Harry qui l'a fait. Je vais porter plainte contre lui. Auprès de ses supérieurs, comme ça je suis sûr qu'il ne pourra plus me pourchasser, il ne pourra plus rien faire. Et donc c'est qui le type qu'il connaît pour lui casser la figure? C'est un type qui est un Afro-Américain, hein, qui vit dans, on ne sait pas trop, une espèce de... Je crois que c'est un gardien de stade. Enfin, il vit d'une façon un peu marginale. Bon, peut-être aussi que de temps en temps il vend un peu de dope ou quoi, mais on ne sait pas trop. Et bon, en l'occurrence, c'est un vrai méchant, le type, hein, et qui s'est bien cogné. Et donc, Scorpio va lui donner un billet pour lui dire bon, ben, casse-moi bien la gueule. Hein, il faut que tu me fracasses, il faut que tu me fracasses, comme ça je pourrai ensuite accuser Harry de l'avoir fait. Et le type, pour un billet, il dit pourquoi pas. Mais Scorpio, il trouve que le type, il est un peu trop mou, hein, dans la façon de lui donner des coups, hein, il en demande plus. Et devinez quoi, pour titiller cet homme qui le frappe, Scorpio va le taquiner sur ses origines ethniques, quoi. Va dire allez, sale personne de couleur, qu'est-ce que t'as là, tu te dégonfles ou quoi là, sale. Et voilà, il insiste beaucoup sur l'origine ethnique du type qui le frappe, pour lui donner encore plus de rage et pour qu'il le frappe plus fort. C'est vraiment une situation très très malsaine, hein. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que
c'est le personnage du tueur en série qui se montre raciste ici, pour, parce que ça l'arrange, hein, pour enrager encore plus son agresseur. Et donc finalement, la seule scène ouvertement, où il y a ouvertement du racisme dans le film, c'est le personnage monstrueux de l'histoire qui en est le coupable, hein, de ces propos racistes. Ça n'est certainement pas le héros du film qui se... voilà. Si vous avez regardé toute la série des inspecteurs Harry, j'espère pour vous que non, parce qu'il y a quand même de sacrés navets dans la liste. Mais admettons que vous les ayez tous regardés, jamais de la vie, l'inspecteur Harry va se permettre d'insulter gratuitement quelqu'un en raison de son origine ethnique. Quand il se lâche et qu'il traite l'un de ses ennemis, un criminel de merde de chien, il le traite de merde de chien parce que c'est un criminel et que ce criminel, à la sortie du procès, nargue Harry parce qu'il sort libre et que la justice n'a pas reconnu le travail de Harry. Donc le criminel, pour le narguer, il va le narguer très ouvertement. Et là, Harry va l'insulter de façon assez grossière. Soit dit en passant, le type est est un caucasien, hein, donc dans ce film-là. C'est un film, je ne sais plus lequel c'est. Oui, c'est certainement Sudden Impact, le retour de l'inspecteur Harry en 83, que Eastwood a réalisé lui-même d'ailleurs. Mais sinon, jamais l'inspecteur Harry ne va se permettre euh, de d'insulter quelqu'un en raison de ses origines ethniques. Et bon, autant le dire comme ça, on fait d'une pierre deux coups. Et en raison de son genre, de son sexe, non plus. Hein. Voilà. Euh, Harry, c'est quelqu'un d'extrêmement radical dans sa façon de protéger la population des criminels. Et en cela, il est tout à fait critiquable. Hein, des gens qui trouvent cela réactionnaire. Moi, par exemple, quand j'entends la critique que l'inspecteur Harry comme personnage et peut-être Clint Eastwood comme personne est réactionnaire, je ne suis pas choqué par ces accusations. Ou conservateur. C'est pas du tout quelque chose qui me gêne. Bon, mais quand je l'entends traiter de raciste ou de sexiste, c'est quand même autre chose.